justice. Yariv Levin a demandé au juge Yitzhak Amit de suspendre sa candidature au poste de président de la Cour suprême. Dans une lettre adressée au juge Amit, le ministre de la Justice exprime sa détermination à ne pas prendre de décision avant que toutes les accusations dont le juge Amit fait l'objet ne soient vérifiées. Le juge Amit a immédiatement répondu qu'il n'avait pas l'intention de céder, je cite, à une campagne de dénigrement qui se déroule contre lui au cours des dernières semaines. Une campagne qui a pour objectif de torpiller sa nomination au poste de président de la Cour suprême et d'affecter, je cite encore, la confiance du peuple envers l'échelon juridique. Le juge Amit souligne que des réponses ont été apportées à chacune des accusations qui ont été portées contre lui. Il faut souligner que sur ordre de la Cour suprême, justement la même Cour suprême dirigée provisoirement par le juge Amit, le ministre doit réunir d'ici dimanche la commission de nomination des juges pour permettre un vote sur le poste de président de la Cour. On se prépare côté israélien, en tout cas, à la libération de 4 nouvelles otages ce Shabbat. Oui, et côté israélien, on exige que l'une des 4 otages soit Arbel Yahoud, qui est détenu par le djihad islamique, et l'on souligne que cela est mentionné dans le document de l'accord. On craint en effet côté israélien que le djihad islamique ne joue les gros bras d'une certaine manière et prétende qu'il n'est pas engagé par un accord conclu avec le Hamas. Par ailleurs, le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio a téléphoné hier à Benjamin Netanyahou et l'a assuré que la nouvelle administration œuvrera sans relâche pour permettre la libération des otages restants. Et puis durant la conversation, Rubio a affirmé que les États-Unis comptaient, je cite, faire face à la menace iranienne. L'opération israélienne dans la ville de Jenin se poursuit et même dans les environs de la ville palestinienne, les forces israéliennes sont très actives. Oui, en effet, hier soir, Tsahal et le Shin Bet ont éliminé 2 terroristes dans le village palestinien de Brooklyn, proche de Jenin. On vérifie au sein des forces israéliennes s'il s'agit de terroristes qui sont responsables de l'attentat dans le village de Fundu qui a coûté la vie il y a 2 semaines à 3 Israéliens. Des unités d'élite du Shin Bet et de Duvdevan ainsi que d'autres unités encore ont encerclé durant la nuit un bâtiment dans lequel se sont réfugiés les 2 terroristes et après un siège de 4 heures, elles ont ouvert le feu nourri dans la direction des terroristes provoquant leur mort. Le président du conseil régional de Karneshomon, une grande localité juive voisine, a appelé Tsahal à se lancer dans une vaste opération de neutralisation des nids terroristes à Jenin et Naplouse, une opération qui ressemblerait à celle de l'opération Rempart en avril 2002. C'est selon lui le seul moyen pour restaurer la force de dissuasion d'Israël en Judée et Samarie et d'empêcher un second 7 octobre dans la région. Dans le nord d'Israël, on voit approcher la date butoir du 26 janvier à grands pas et avec une certaine appréhension pour les Israéliens. Oui, en effet, au sein de Tsahal, on affirme que le déploiement de l'armée libanaise au sud-Liban est encore beaucoup trop lent et par conséquent, Tsahal envisage de prolonger le maintien de ses forces dans cette région au-delà de la date prévue par l'accord de cessez-le-feu pour s'en retirer. Il s'avère qu'Israël était tombé d'accord avec l'administration Biden sur la nécessité de maintenir des forces au sud-Liban tant que l'armée libanaise ne serait pas opérationnelle, mais cet accord tacite n'engage pas l'administration Trump, une administration qui ne veut surtout pas qu'il y ait une reprise des combats dans le nord du pays, d'où l'actuelle problématique pour Tsahal. Un mot encore cette fois sur les Houthis et la Maison-Blanche. Oui, en effet, le président Trump a fait savoir que les Houthis étaient à nouveau considérés comme une organisation terroriste. Le président Trump a affirmé que la politique des États-Unis consistait à coopérer avec ses partenaires régionaux afin d'éliminer les capacités militaires des Houthis. Et puis enfin, on en parlait pour terminer, une nouvelle émouvante qui se rapporte au concours de l'Eurovision de la chanson. Et oui, en effet, la chanteuse qui représentera Israël en mai prochain au concours de la chanson sera Yuval Refael, 24 ans de Ra'anana. C'est émouvant parce que, Yuval Refael est une rescapée du massacre du festival Nova le 7 octobre 2025. Elle s'est cachée dans un abri blindé avec ses amis et a dû faire la morte au milieu de ses amis massacrés pour ne pas être exécutée par les terroristes. On lui souhaite beaucoup de chance, beaucoup de réussite pour ce concours Eurovision de la chanson. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera couvert et pluvieux avec des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv, 21 degrés à Eilat. Philippe, bonjour, Boker Tov.
Bonjour, Boker Tov à vous Daniel, Boker Tov à nos auditeurs. Alors merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui se passe avec le juge Yitzhak Amit. Alors on va essayer de résumer la polémique. Yitzhak Amit, c'est celui qui est censé être le prochain président de la Cour suprême. Il est président provisoire, on va dire pour l'instant. Et en fait, depuis environ une dizaine de jours, il fait l'objet d'une sorte de polémique autour d'agissements qu'il aurait commis sous son nom, on va dire d'origine, qui est un nom ashkénaze et pas un nom, on va dire israélien comme Yitzhak Amit. Et on affirme que il aurait, d'une certaine manière, eu une sorte de conflit d'intérêts puisque il aurait été en contact avec différents avocats dans le cadre de ses fonctions, alors sans prévenir que eh bien il était engagé dans cette procédure le liant à un bien immobilier quelque part à Tel Aviv. J'espère avoir bien résumé les choses. Vous allez peut-être le faire mieux que moi. En tout cas, tout cela pousse le ministre de la Justice qui ne porte pas, il faut bien l'avouer, on le sait, Yitzhak Amit dans son cœur, a demandé depuis hier dans une lettre à Yitzhak Amit de suspendre sa candidature au poste de président de la Cour suprême. Oui, en effet, Daniel, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est venu d'un article à Idiot Achronot, le journal quotidien israélien, qui a été publié en effet une dizaine de jours, énonçant certains soupçons de conflit d'intérêts qu'aurait eu, évidemment j'emploie le conditionnel parce que tout le monde a dans ce pays a une présomption d'innocence tant qu'il s'est avéré différemment, dans différentes affaires, y compris des affaires qui seraient liées à des problèmes d'urbanisme, des problèmes d'avoir donné une injonction sur l'annulation de nomination de 400 personnes dont son frère il faisait partie sans l'avoir dit. Donc si vous voulez, ça tombe, j'allais dire, comme vous l'avez bien dit, évidemment à point dans la guerre. Quand je vous dis la guerre, c'est un faible mot qui oppose le ministre de la Justice d'une part et la Cour suprême d'autre part. Donc ça tombe exactement à point et ce qu'il faut également rajouter, c'est que pendant ces 10 jours, la police a été déjà mandatée et la section des enquêtes de la police a décidé qu'à son avis, il n'y avait pas de matière à enquêter, que c'était insignifiant en tout cas pour la police, et que la conseillère juridique du gouvernement également a considéré que ces faits n'étaient pas avérés. Voilà. Donc, si vous voulez, si on rajoute un petit peu tout ça, évidemment, on parle de soupçons qui sont à un stade extrêmement préliminaire. Donc voilà, on a tous les ingrédients de la sauce. D'accord. Alors, et on voit que finalement, Yariv Levin, on va dire, monte au créneau autour de cette affaire pour essayer d'éviter, d'empêcher la nomination d'Yitzhak Amit. Alors ceux qui ont une certaine expérience, on va dire, plus de l'histoire des cases, des cas juridiques entre la justice et les ministres, se souviennent qu'à plusieurs reprises, plusieurs ministres qui avaient voulu entamer une réforme judiciaire avaient été, on va dire, d'une certaine manière écartés assez rapidement. Je pense au professeur Yaakov Neiman en particulier, je pense même à celui qui a été le président de l'État, Reuven Rivlin, qui était candidat pour être ministre de la Justice. À chaque fois, ils ont été écartés parce que on leur a trouvé, on va dire, une petite bête comme ça dans le style, et qui finalement, au bout du compte, n'a jamais donné lieu à des enquêtes, et finalement, au bout du compte, ils n'ont pas été ministres de la Justice. Là, c'est un peu une sorte de retour de manivelle qu'essaye de faire Yariv Levin.
Oui, sans doute. Enfin, les exemples que vous énoncez sont pas tout à fait les mêmes. Il faut voir que Yaakov Neeman, qui était en effet ministre de la Justice, a non seulement été inculpé, il a dû démissionner d'ailleurs. Il a démissionné, mais il n'a pas été inculpé. Et après plusieurs années de procès, il a été acquitté. C'est-à-dire que c'est pas du tout un soupçon général. C'est-à-dire qu'il y a eu enquête, il y a eu inculpation. Donc c'est pas du tout. On n'est pas au même niveau, si vous voulez, là, ce qui est en train de se passer. Alors je ne sais pas si ce qui a été publié à Idiot Aronote, est-ce que ce sont des faits avérés, des faits non avérés, est-ce que c'est une rumeur? Enfin, c'est pas du tout pour l'instant. Pour moi encore, il n'y a pas une autorité, j'allais dire israélienne, réellement compétente qui prend au sérieux ce genre de qui a repris au sérieux ces accusations. Donc pour l'instant, on parle de un peu plus de rumeurs, quoi. Ce serait ça. Alors c'est pas ça, tout commence par des rumeurs, bien entendu. Hein. C'est pas. Je ne veux pas infirmer la véracité de ce qui est dit, mais comme vous l'avez dit, ça tombe vraiment à point. Il faut voir que Yariv Levin ne voulait pas nommer un président de la Cour suprême. Que Yariv Levin, au bout d'un an où il n'a pas nommé de président de la Cour suprême, a été contraint de le faire par la Cour suprême elle-même. Et il repousse, j'allais dire, toutes les données, toutes les dates, et trouve tous les prétextes pour ne pas le faire. D'ailleurs, il avait dit que il convoquerait cette commission de nomination des juges pour nommer le président de la Cour suprême, mais n'y participerait pas. Donc, vous voyez qu'on rentre là ici. Alors, je ne sais pas si c'est difficile. Hein, je n'ai pas la donnée. Est-ce que les procès de Neeman, le procès de Ruby Rivlin, et j'allais même dire, il y a eu le cas de Gallant, de Yoav Gallant, qui devait être nommé chef d'état-major, et parce qu'il avait construit une route sur le domaine public, n'a pas été nommé non plus. Donc il y a eu plusieurs cas dans le pays où il y a eu des nominations qui n'ont pas été opérées à cause d'enfreinte à la loi. Donc on ne peut pas savoir si ces faits sont avérés ou non, mais on peut savoir que évidemment on peut savoir que ça tombe exactement pile dans l'agenda, j'allais dire, du ministre de la Justice, qui de toute façon, de manière tout à fait démonstrative, ne veut pas nommer un président à cette Cour suprême. Alors on va avancer d'un cran. C'est-à-dire, il ne veut pas nommer Yariv Levin, il ne veut pas nommer Yitzhak Amit, parce que on va dire que Yitzhak Amit s'est révélé être, on va dire, assez farouchement opposé à la réforme judiciaire d'une certaine manière, et qu'il est considéré comme étant très, on va dire, ultra libéral, qu'il s'est même, selon certains, très engagé, on va dire, dans la contestation contre le gouvernement, et que de facto il a perdu son impartialité. Est-ce que derrière cela, il n'y a pas aussi une volonté d'éviter que Yitzhak Amit puisse être le président de la Cour suprême, parce que c'est lui qui serait d'une manière ou d'une autre appelé à désigner une commission d'enquête d'État? On en a parlé hier, l'opposition a essayé de faire passer un projet de loi qui a échoué. Le dossier, maintenant que la guerre est en train de se terminer, ou en tout cas au moins en partie, on parle beaucoup d'une commission d'enquête, et Yariv Levin ne voudrait pas voir Yitzhak Amit comme celui qui désigne, selon la loi, les membres de la commission d'enquête qui jugerait ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est un peu cela aussi ? Ah oui, vous avez absolument raison. De toute façon, il n'y a pas forcément le gouvernement. Alors, je ne sais pas, moi, je ne prends pas des interprétations, je ne sais pas qui va être contre, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, la loi, comme vous l'avez dit hier, qui avait été soumise par l'opposition à la Knesset, a été rejetée de nomination d'enquête. Le discours officiel gouvernemental est de dire qu'on est encore en guerre, donc on ne nomme pas pour l'instant une commission d'enquête. Les sous-titres disent que le gouvernement n'a pas confiance dans le président de la Cour suprême, qui n'est pas encore nommé, bien entendu, d'ailleurs, c'est tout à fait clair, hein, on l'entend en sous-titre de plusieurs ministres, et il y a tout ça, cet enjeu court, parce que d'après la loi sur les commissions d'enquête, c'est le président de la Cour suprême
qui va lui-même nommer deux autres personnes qui doit présider cette commission d'enquête. Donc c'est tout à fait clair que, alors selon qu'on soit d'un côté d'un camp politique, si on est plus pro-Bibi, alors on va dire qu'on n'a pas confiance dans le Hamid ou dans un autre juge. D'ailleurs, c'est pour ça la raison pour laquelle il voulait nommer un autre juge qui était qui croyait d'ailleurs plus à leur botte, qui était Elron, et ça n'a pas été le cas. Et si on est plus de l'autre côté de la carte politique, on va dire le gouvernement aurait voulu nommer quelqu'un qui soit plus à la botte, il soit plus complaisant sur les conclusions qui devraient être prononcées dans cette commission d'enquête. Donc si vous voulez, c'est quand même un petit peu malheureux qu'on soit arrivé après un an et 5 mois de guerre à ce que aux anciens débats où tout le système, j'allais dire le système d'organisation israélien est complètement pollué par la politique. C'est quand même assez, moi je trouve que c'est assez triste. Et vous avez un sentiment, il nous reste 1 minute, Philippe, que c'est quelque chose que l'on peut encore réparer, que par exemple des initiatives comme celle de Yizhar Shai et de David Simri qui ont permis une sorte de compromis concernant la composition de la commission de nomination des juges, eh bien, ce sont des initiatives qui sont souhaitables, que l'on doit développer? Oui, moi je pense que ça pourrait être une voie, mais je crois que ce qu'on peut retenir en tout cas de l'année qui a précédé le 7 octobre, c'est que il est difficile de faire une réforme institutionnelle en force. C'est-à-dire, alors c'est vrai que je dis pas que il y a un gouvernement, il a la majorité, donc je dis pas de pas l'utiliser à tous les, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que moi je pense que il faudrait qu'il y ait un sentiment que les Israéliens soient associés plus à ces réformes. J'allais dire, ce qui se passe avec Yitzhak Amit, pour finir le sujet, n'est pas prévu par la réforme judiciaire. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est qu'on a voulu faire une réforme dite judiciaire, qui n'est pas vraiment une réforme de la justice, d'ailleurs, plus une réforme des rapports entre le politique et le judiciaire, sans, j'allais dire, de vouloir de manière, sans être trop serein et sans vouloir associer trop de personnes et sans être sensible aux personnes qui s'y étaient opposées. Alors évidemment, toute réforme a des oppositions, bien entendu, mais je crois que toute proposition de compromis, eh ben, ma foi, elle est le bienvenu. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous éclairer, en tout cas sur ce dossier. On verra si on en reparlera probablement. On va en parler au cours des prochaines semaines jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée, merci à vous. Merci. Et en Israël, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, nous allons commencer cette revue de la presse par un scoop, celui du Israël Hayom, qui a envoyé sur le Hermon syrien le premier journaliste israélien depuis la guerre de Kippour. Oui, effectivement, il en a à 2 doigts de Damas. C'est le titre de ce reportage exclusif que nous propose Yoav Limor, qui est l'expert sécuritaire du Israël Hayom. Il relate son ascension, c'est le cas de le dire, vers le fortin, intitulé un fortin qui porte le nom de Château des Vents, qu'Israël a construit il y a 6 semaines, après la prise de contrôle du sommet du mont Hermon syrien, un fortin autour duquel la température est de moins 6 degrés. Et Yoav Limor explique que lorsque le ciel est dégagé, on peut même voir au fond Damas. Limor constate que Tsahal a investi dans la construction de ces fortins sur les crêtes du Hermon syrien. Le Israël Hayom publie de son côté une autre information importante. Elle se rapporte à la bande de Gaza de l'après-guerre. Oui, le grand quotidien annonce qu'un accord est intervenu avec les Émirats. Quant à la gestion de la bande de Gaza, les Émirats seraient d'accord pour gérer et même financer la reconstruction de la bande de Gaza sous le contrôle de la communauté internationale. Mais pour que ce plan de gestion soit mis en application, il implique une implication des Palestiniens. Ariel Kahana cite le ministre Ron Dermer, qui est très proche de Benjamin Netanyahou et qui a
affirmé que le Premier ministre a clairement déterminé que la bande de Gaza ne sera dirigée ni par le Hamas ni par l'autorité palestinienne, et les Émiratis seraient d'accord avec ce principe, les Émiratis qui dénoncent la corruption au sein de l'autorité palestinienne. Et c'est dans ce contexte, explique Ariel Kahana, que Steve Witkoff, le nouveau conseiller de Donald Trump au Proche-Orient, au Moyen-Orient, a annoncé son arrivée prochaine dans les prochains jours, donc afin de vérifier le respect de l'accord par les deux parties, en particulier à l'intérieur de la bande de Gaza et sur l'axe dit de Netzarim. Et avant que l'on ne détermine l'avenir de Gaza, il faut attendre la seconde partie de l'accord sur la libération des otages. C'est justement la manchette du Yediot Aharonot ce matin. Oui, on attend la seconde phase, écrit le Yediot Aharonot en manchette, en soulignant que l'on attend en Israël cette seconde vague de libération d'otages qui doit intervenir ce Shabbat. 4 otages devraient être libérés. Le Yediot indique que l'on espère qu'Arbel Yahoud sera l'une des 4 personnes libérées. Le Maariv révèle également ce matin que le Hamas doit aussi fournir à Israël une liste des 30 otages qui seront libérés dans la première phase, et selon les termes de l'accord, le Hamas devra préciser qui de ces otages est en vie et qui ne l'est plus. Au-delà, le journal se fait l'écho du pourparler du Caire qui se déroule actuellement entre les patrons du Mossad et du Shin Bet et leur homologue égyptien. On découvre ce matin que le commandant en chef de l'administration israélienne en Judée-Samarie s'est lui aussi rendu au Caire pour débattre de la seconde étape de l'accord, et ce alors que côté israélien, certains, on va dire, nationalistes radicaux tentent de neutraliser cette démarche en prétendant qu'il n'y aura pas de seconde phase dans la concrétisation de l'accord, mais que ce sera plutôt une reprise de la guerre qui est annoncée. On va rester dans les pages du Yediot qui, justement, une première page revient sur les carences terribles du 7 octobre. En effet, le grand quotidien israélien révèle que les services de renseignement militaire ont bel et bien indiqué qu'à Gaza, dans la nuit du 6 au 7 octobre, on se préparait à une opération inhabituelle, mais que rien n'a été fait pour stopper le festival de Nova. En tout cas, donc, les informations recueillies par les services de renseignement militaires israéliens n'ont pas été véhiculées plus en avant. Il s'agit donc d'une révélation de Ronen Bergman, qui est généralement bien informé dans ces dossiers-là. Les journaux et les sites d'infos soulignent par ailleurs que le président israélien Yitzhak Herzog est actuellement au sommet économique de Davos. Oui, lors d'une de ses interventions, le président israélien a insisté sur la nécessité de veiller à la libération de tous les otages et au respect des termes de l'accord. Le président a également évoqué la possibilité d'une normalisation entre les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Au cours de son séjour, le président Herzog s'est entretenu avec plusieurs de ses prestigieux homologues, comme le président ukrainien Zelensky, le président finlandais Alexandre Stubb et le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi. Ce matin, dans le Israël Hayom, on peut lire l'édito de Nadav Etzeni qui réagit, lui, à la démission du chef d'état-major Herzi Halevi. Oui, et pour Nadav Etzeni, la démission du général Halevi, comme celle d'autres généraux de l'état-major, est trop tardive. Elle n'aurait dû intervenir il y a de cela plus d'1 an. Et son principal reproche a été qu'il n'a pas su comprendre réellement qui était l'ennemi qu'il avait en face de lui et quels étaient ses objectifs principaux. Son erreur a été de ne pas avoir préparé l'armée à une attaque comme celle du 7 octobre et d'avoir laissé s'installer dans Tzal une sorte de vent de complaisance, de poltronnerie et de déconnexion face à la réalité. Ce sont les termes qu'il utilise. Enfin, Nadav Etzeni écrit que la lourde responsabilité du général Halevi et de Ronen Bar, le chef du Shin Bet, ne réduit en rien celle de Binyamin Netanyahou, qui a nommé de nombreux chefs d'état-major ayant une telle mentalité. Ce matin, le titre principal du site Ynet est consacré au bras de fer entre le ministre de la Justice, Yariv Levin, et le candidat à la présidence de la Cour suprême, le juge Yitzhak Amit. Et le site Ynet nous révèle que le ministre de la Justice a demandé au juge Amit de suspendre sa candidature au poste de président de la Cour suprême en raison des soupçons d'irrégularité qui pèsent sur lui. Le ministre Levin n'a pas l'intention de nommer Amit à la présidence de la Cour suprême tant que l'enquête sur les agissements du juge n'aura pas été terminée. Et il lui a donc demandé de surseoir à sa candidature. Réponse du principal intéressé: je n'ai pas l'intention de céder à cette campagne de dénigrement. Enfin, pour terminer, l'ensemble des sites d'information se penchent sur l'échec de l'opposition à faire passer une loi sur la nomination d'une commission d'enquête. En effet, hier, l'opposition a déposé une résolution visant à réclamer la formation d'une commission d'enquête d'État sur les massacres du 7 octobre, mais elle n'a pas eu la majorité pour valider une telle résolution et par conséquent, il faudra patienter encore 6 mois avant de redéposer une demande de résolution autour de cette commission d'enquête d'État. Au sein de la coalition, on est farouchement opposé à la formation d'une telle commission car on prétend
rappelant que toute commission qui sera nommée par le juge Yitzhak Amit en tant que président de la Cour suprême sera partisane et se focalisera sur l'échelon politique plutôt que sur l'échelon militaire. Marc, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ce rapport, on peut bien le reconnaître, n'est pas particulièrement optimiste. On parle de plus de 1500 actes antisémites qui ont été commis durant l'année 2024 en France. C'est légèrement moins que l'année 2023, mais c'est extrêmement élevé. C'est beaucoup plus que l'année 2022 où il y avait autour de 400 actes antisémites. Alors, la principale explication de cet antisémitisme, de cette résurgence de l'antisémitisme, c'est bien entendu le conflit entre Israël et les différents fronts, les Palestiniens, le Hezbollah, etc. Non, juste une petite précision avant de répondre à votre question. Il serait plus opportun de parler d'un rapport du SPCJ. Parce qu'en vérité, le SPCJ, le service de protection de la communauté juive, collecte toutes ces informations et les rapporte donc dans un rapport qui est consultable sur son site internet. Et comme le SPCJ est un service qui appartient au CRIF, mais pas uniquement, également au Consistoire et au Fonds social juif unifié, et qu'il ne peut communiquer, le CRIF communique en lieu et en place du SPCJ. Mais les informations sont collectées et consignées par le service de protection de la communauté juive. Ah ben, c'est important de le souligner. Maintenant, pour répondre à votre question, ce que nous avons, ce sont, comme il en est l'habitude, tous les ans, des chiffres annuels pour l'année précédente qui sont transmis, qui sont communiqués quelques jours avant le 27 janvier de chaque année. Et les chiffres portent sur l'année précédente. Et donc nous apprenons dans ce rapport du SPCJ que 1570 actes antisémites ont été recensés contre 1676 l'année précédente. Cela fait une baisse de 6,3% par rapport à l'ensemble de l'année 2023. Dans le détail, pour répondre à votre question, 4 chiffres, car ces chiffres sont importants. L'antisémitisme cible principalement les personnes à raison de 65,2%. L'antisémitisme est particulièrement violent puisqu'il y a eu plus de 10% des atteintes aux personnes et que ces atteintes aux personnes sont des violences physiques caractérisées. Troisième chiffre, les actes antisémites se produisent principalement dans la sphère privée pour 35% d'entre eux et sur la voie publique pour 22% d'entre eux. Et ils sont commis dans la quasi-totalité du territoire, 88 départements sur 101, mais aussi dans les villes majoritairement où vivent les Français de confession juive, notamment à Paris, mais pas exclusivement à Marseille et Lyon, et ainsi de suite. Ce que nous avons donc, c'est un rapport qui confirme ce que nous savons, à savoir que l'antisémitisme, d'abord, perdure depuis de très nombreuses années. Il n'a pas débuté avec le 7 octobre 2023. J'entends le président du CRIF qui rabâche cette date, mais il omet de mettre en perspective historique le sujet. Or, de 2000 à l'année 2022, 13 091 actes antisémites ont été commis. 2673 en 2023 et 1570 en 2024. Ce qui est vrai par contre, et il a raison de le souligner, c'est que les actes ont doublé d'intensité depuis le 7 octobre, donc 2023, et donc en 2023, en 2024. Et il est vrai également que l'une des conséquences de tout cela, l'une des raisons qui pourrait expliquer tout cela, est la répercussion du conflit entre Israël, le Hamas et le Hezbollah, et les amalgames qui sont faits entre Israël, les Israéliens, ce qui se passe à 3500 km de nous, et les Juifs d'une manière générale. Pour vous donner une dernière indication, car elle est importante, si l'on veut comparer ce qui se passe en France avec d'autres pays, aux États-Unis, nous n'avons pas les chiffres, pas plus pour l'Allemagne que pour le Royaume-Uni. Nous n'avons pas les chiffres pour 2024 encore, mais nous avons les chiffres pour 2023, avec 8873 incidents. Pour la Grande-Bretagne, 4103. Pour l'Allemagne, 4782.
À noter cependant que la méthodologie est différente, que les recensements effectués par exemple aux États-Unis le sont par l'ADL et non par la police, comme c'est le cas, les services de police, le ministère de l'Intérieur et le SPCJ en France par exemple, mais ces chiffres sont également très hauts dans ces pays-là et dans d'autres pays. La contagion et l'antisémitisme n'est donc pas simplement lié ou n'a pas simplement lieu en France, mais dans énormément de pays depuis le 7 octobre et même pour la France bien avant le 7 octobre. Alors je voudrais qu'on essaye de rentrer un peu plus dans les caractéristiques de cet antisémitisme. Est-ce qu'il est exact de dire que avec la guerre, autour de la guerre, on assiste à une forme d'antisémitisme qui est bien entendu, comme vous le disiez, liée à l'État d'Israël, qui est une expression, on va dire, de l'antisionisme, mais qui est totalement décomplexé, je vais dire presque légitimé? Ah, mais c'est tout à fait exact. D'ailleurs, et vous avez raison de me poser cette question, je vais vous le confirmer par un sondage de l'IGC et de la Fondation pour l'innovation politique qui a été réalisé par l'IFOP en France au mois d'octobre 2024. Donc vous voyez, c'est très récent. Il y a dans ce sondage, alors avec une multitude d'indications, 3 indicateurs qui répondent précisément à votre question. À la question posée dans ce sondage, êtes-vous d'accord avec l'affirmation, je cite, « Les Juifs utilisent dans leur propre intérêt leur statut de victime de génocide nazi pendant la Seconde Guerre mondiale » 30% de l'ensemble des Français répondent que oui, 52% des Français de confession musulmane répondent que oui. À la question de savoir si l'affirmation, je cite, « Israël se comporte avec les Palestiniens comme les nazis se comportaient avec les Juifs », si cette affirmation pour les sondés est exacte, 65% des Français de confession musulmane de 18 à 35% répondent que oui, 40% des Français de 18 à 35 ans répondent que oui, et 32% de l'ensemble des Français. À la question également, est-ce que vous pensez qu'il est acceptable de bousculer ou avoir un comportement physique agressif envers un individu en raison de son soutien à Israël lors d'un rassemblement public, de son soutien réel ou présumé, je précise. 23% des Français de moins de 35 ans répondent que oui, 12% pour l'ensemble des Français. Est-ce que vous pensez qu'il est acceptable de taguer une synagogue ou un commerce juif pour manifester son opposition à Israël? 23% des moins de 35 ans répondent que oui et 9% pour l'ensemble des Français. Ces 3 questions posées et les réponses que je vous ai indiquées répondent précisément à votre question. Oui, bien évidemment, il y a une incidence entre ce conflit qui a lieu, rappelons-le, à 3500 km de nos frontières et la vision qu'un certain nombre de Français en ont. En fait, ils rendent coupables, responsables, tous les Juifs du monde et a priori les Français de confession juive de ce qui se passe hors de nos frontières. Alors, je note, et dites-moi si vous le confirmez, qu'il y a cet antisémitisme, en tout cas en France, il est porté beaucoup plus par les jeunes que par les personnes âgées. C'est-à-dire que ce sont les jeunes, ceux qui, on va dire peut-être les jeunes des cités, les jeunes d'un environnement qui est peut-être pas le plus aisé, bien qui sont porteurs de cet antisémitisme. C'est exact de le définir comme ça? Non. Pour l'ensemble des questions qui ont été posées, vous voyez que c'est un indicateur très important. Le sondage de Fondapol et de l'IGC, il y a 11 questions qui ont été posées, qui reprennent globalement des préjugés, les préjugés habituels que l'on a, que l'on pourrait avoir à l'égard des Juifs, les Juifs le pouvoir, les Juifs l'argent, les Juifs Israël. Pour l'ensemble, quasiment l'ensemble des questions, en 1, ce sont des Français de 18 à 35 ans de confession musulmane qui ont le plus de préjugés, qui expriment le plus de préjugés à l'égard des Juifs, suivi ensuite de l'ensemble des Français de 18 à 35 ans. Et ce qui est inquiétant, en effet, c'est ce curseur-là, c'est-à-dire que les 18-35 ans, aujourd'hui, semblent réceptifs, non seulement aux préjugés,
mais à l'envie d'en découdre finalement avec les Juifs en tant que tels. Alors, est-ce que cela est lié exclusivement à l'impact considérable que peut avoir ce conflit dans nos pays et en diaspora? À la fois oui, à la fois non. Est-ce que c'est lié aussi à un manque d'éducation? Oui. À un manque de culture? Oui. À une déficience au niveau des écoles et de l'éducation? Finalement, ces jeunes ne gardent que peu de choses des cours d'histoire. C'est ça. Oui. Alors... mais aussi au fait que plus on s'éloigne de la Shoah, moins les souffrances des Juifs portent et moins on s'en souvient. Alors oui, justement, je voulais aborder ce sujet de l'éducation parce que finalement, tout est critique autour de cela. Si l'on n'arrive pas à éduquer face à la menace de l'antisémitisme, eh bien, il y a fort à parier que cet antisémitisme ira en croissant d'année en année. Est-ce que aujourd'hui, au sein de l'éducation nationale, Marc, il y a une prise de conscience, une volonté de lutter contre, on va dire, ces préjugés qui sont massifs dans la jeunesse, on va dire? Non, il y a, là encore, vous voyez que c'est un sujet si délicat qu'il faut faire attention et citer les faits, les chiffres. Or, en octobre 2024, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas caché la difficulté, puisqu'il a publié les chiffres lui-même émanant de ses services et du ministère des actes racistes et antisémites pendant l'année scolaire 2023-2024. Et selon ce ministère, 1670 actes à caractère antisémite sur un ensemble de 3600 actes racistes ont été commis dans des établissements scolaires, dont 102 dans des collèges, 40 dans des établissements primaires, 35 dans des lycées, une quinzaine dans l'enseignement supérieur. Mais ces chiffres-là, ces derniers chiffres que je vous donne, émanent cette fois du SPCJ qui, lui, a compté en 2024 192 actes antisémites commis dans le milieu scolaire. Donc oui, il y a une prise de conscience. Après, qu'est-ce qui se passe au niveau des écoles? Eh bien, il se passe communément ce à quoi nous assistons depuis longtemps, c'est-à-dire que dans les cours, les professeurs sont seuls. Quelquefois, ils sont soumis à une pression constante de la part d'élèves. Quelquefois, ils ne savent pas répondre. Quelquefois, ils se laissent dépasser par le chahut. Quelquefois, ils se laissent dépasser par des questions insidieuses qui sont posées par un certain nombre de ces élèves. Et les profs, quelquefois également, manquent de formation et n'ont peut-être pas suffisamment de latitude pour répondre à toutes les questions qui sont posées. Mais même en dehors des classes, il y a des propos et des gestes menaçants qui sont des propos qui sont prononcés ou des gestes menaçants qui sont dirigés à l'encontre d'élèves de confession juive dans les établissements publics, dans les cours de récréation, dans les couloirs, etc. Donc vous voyez, il y a un ensemble de choses qui font que tout est compliqué. Et au niveau de la remontée de ces informations, il peut y avoir aussi une timidité de la part de certains établissements à faire remonter les informations, quelquefois même à sanctionner des élèves, et où des profs eux-mêmes peuvent avoir quelques timidités à sanctionner leurs propres élèves. Eh bien, le constat est assez difficile, hein, il faut bien l'avouer. Et l'avenir, Marc, est-ce que on a un moyen d'envisager un avenir un petit peu plus rassurant? L'éducation, c'est la clé. Alors, j'ai répondu à votre question, oui. Mais je voudrais quand même dire qu'un certain nombre de professeurs font excellemment leur travail. Oui. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire cours, de donner des cours d'histoire précis, de rappeler les faits, de les analyser, de les mettre en perspective historique. Pareil, dans les cours de français, etc. La plupart des profs ont une conscience professionnelle et essayent de faire de leur mieux. Mais le contexte est très, très difficile. Et si on prend toutes les données que je vous ai données, toutes les données que j'ai apportées à votre antenne, je reste pessimiste, en effet, parce que le pli est pris, pas seulement depuis le 7 octobre, pas seulement en France, mais dans de très nombreux pays, et au moins pour la France depuis 2000, et à mon avis, les choses risquent de s'aggraver en 2025, hélas.
Eh bien, on le regrette bien entendu, et c'est tout de même assez alarmant ces données, et il faudra voir comment au sein de la communauté on peut les gérer, effectivement, même si, comme vous le dites, eh bien, il y a des situations qui sont difficilement modifiables. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous ce matin pour nous commenter donc cette enquête réalisée par le SPCJ avec donc l'autorité du CRIF et des autres grandes organisations de la communauté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci à vous.